Yo, c'est UVG. Bref, Love, Death and Robot, ou une série d'animation de science-fiction proposée par Netflix. C'est en 2019 que Tim Miller, qui a réalisé Deadpool, et David Fincher s'associent pour créer leur série d'anthologie. Ils avaient pour projet depuis 2008 de collaborer pour faire un remake de Metal Hurlant, mais n'avaient pas pu faute de financement. C'est après le succès de Deadpool qu'ils se tournent vers Netflix pour prendre leur revanche. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la saison 3, sortie le 20 mai sur Netflix. C'est une série animée d'anthologie, c'est-à-dire que les épisodes sont indépendants les uns des autres. Avec 9 épisodes aux caractéristiques différentes, que ce soit par l'esthétique ou le message délivré, c'est un divertissement intéressant qui soulève plusieurs questions relatives à notre condition humaine. Je vais donner mes 3 épisodes préférés en fin de vidéo avec des spoilers, mais ne t'inquiète pas, je mets le timecode pour la période à éviter. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc avec un goût prononcé pour la science-fiction, le rythme intense, les esthétiques dérangeantes voire gore, penchons-nous sur ce 3e volet. L'amour, la mort et les robots. Je roule une grosse cigarette de shit. Ton flow vaut même pas 6 barrettes de shit. La série. Le but, je pense, de cette série, c'est de pousser au questionnement sur la société, les dérives technologiques, ou bien en utilisant des créatures de science-fiction qui vont pousser les personnages dans leur retranchement. On parle d'amour, de mort et de robots. Là, les épisodes sont très courts, 20 minutes au maximum, et 5 minutes au minimum. Chaque épisode a un style d'animation différent. On retrouve quand même une majorité de photoréalisme, donc c'est le style le plus apprécié par les spectateurs sur les 2 précédentes séries, et c'est également le moins cher à produire. On va retrouver 8 studios différents pour un total de 9 épisodes. Donc, il y a ce fameux photoréalisme dans 3 épisodes. Il y a un épisode assez amusant sur une apocalypse zombie avec une vue sur la Terre en miniature. Un peu comme si on avait du recul avec un petit effet de flou sur les bords qui donne l'impression d'observer une maquette animée à petite échelle. C'est cool. Il y a 2 épisodes de style plutôt cartoonesque. Donc il y a le voyage de 3 robots à travers les vestiges de la civilisation humaine disparue. C'est la suite d'un épisode de la saison 1. C'est un peu une sorte de fanservice, parce que les robots, ils avaient plus dans la saison 1. Cet épisode, c'est très léger et sarcastique, et ouvre le bal, en critiquant le fonctionnement de notre société, de ses classes les plus populaires jusqu'aux plus riches et élitistes, qui n'ont pas réussi à survivre. Le second, dans le même style, lui, va opposer un fermier écossais à une armée de rats qui va combattre avec des robots tueurs à la pointe de la technologie. C'est assez amusant aussi. Après, on sort de la 3D pour une animation dessinée qui met en scène un groupe de soldats avec des bras énormes et secs face à un ours robot génétiquement modifié. C'est un clin d'œil au film d'action à la Rambo un peu. On revient à la 3D pour une magnifique odyssée éthérique, perdue sur une planète où une astronaute essaye de rallier une station alors qu'elle manque cruellement d'oxygène en s'injectant diverses drogues pour pouvoir avancer. Ce qui fait se marier réalité avec hallucination de manière très poétique. On sait pas trop si on est dans le rêve, dans la réalité, mais c'est très beau. Et il y a Fincher qui signe son premier film d'animation avec Mauvais Voyage. Donc c'est un épisode très sombre où un équipage fait face à une créature aquatique géante, c'est une sorte de crabe, qui menace l'équipage et leur ordonne de l'emmener sur une île où il risque de décimer la population, et l'animation est ici très stylisée, mais avec un rendu de couleur froid et des textures très réalistes. Les thèmes sont assez classiques pour la science-fiction, avec un penchant pessimiste quand même, à savoir comment l'humanité pourrait s'autodétruire, les combats moraux internes de certains protagonistes, le rapport à la technologie et la volonté de domination. L'ambiance est souvent pesante, prenante, à l'exception de certains épisodes plus légers qui viennent ponctuer le tout. La mécanique, c'est souvent la même, il y a une montée crescendo tout au long de l'épisode, avec un dénouement spectaculaire, soit par le récit, soit esthétiquement, soit les deux, à l'aide de plans choquants ou bien avec une petite satire surprenante qui va faire sourire à la fin. On passe au top 3. Rendez-vous pour la conclusion si tu veux pas de spoil. Comme si j'ai l'anneau, puis ça rentre sans toucher l'anneau. Le lin est rose comme le gélano. Alors le top 3, donc numéro 3, c'est l'épisode Dans l'obscurité des profondeurs. C'est un épisode photoréaliste dans lequel on va suivre un groupe de soldats qui ont pour mission de libérer un otage. C'est plutôt dans un style des jeux vidéo qui ont pu sortir dernièrement, sûrement réalisé en motion capture, donc c'est assez réaliste. Les premières images, j'ai même douté. Dans leur poursuite des ennemis, ils s'engouffrent dans une grotte, et du coup ils sont vite aux prises avec des créatures étranges, des espèces d'araignées aliens qui vont dévorer en quelques instants toute la chair, ne laissant que les os.
Donc ils perdent des membres en avançant dans la grotte, ils retrouvent les cadavres. Donc il y a celui de l'otage de 2 de ses ravisseurs. Et en fuyant, ils arrivent ensuite dans une immense caverne avec en son centre une prison immense de laquelle émanent des râles profonds. En fait, c'est Cthulhu, une entité cosmique inventée par l'écrivain Howard Lovecraft. Et elle supplie les 2 soldats restants à la fin de la libérer. Et en fait, en regardant dans ses multiples yeux, il y a Harper, donc c'est une femme soldat. Elle a essayé de vision d'apocalypse, de la créature détruisant notre monde, avec un fond de bruit strident, et du coup elle se bouche les oreilles de douleur. Le lieutenant qui reste avec elle, lui, tombe sous l'emprise de l'entité, il veut la libérer, et en fait il se retourne contre Harper, qui utilise ses dernières munitions sur lui, et puis en vain sur la créature, alors que quelques instants auparavant, elle avait dit vouloir garder la dernière munition pour elle-même, pour abréger ses souffrances si elle parvenait pas à sortir de la grotte. Et du coup, le plan final, en fait, c'est un fondu. Et le plan final, ce qui m'a vraiment un peu choqué sur le coup, c'est Harper hors de la grotte, qui marche en titubant dans un désert, on dirait, avec un couteau ensanglanté à la main. Et puis un travelling s'achève sur son visage. Et là, on voit qu'elle s'est arraché les yeux et coupé les oreilles, sans doute pour échapper à l'emprise de Cthulhu et protéger le monde de ses ravages. Et en fait, elle produit un son étrange avec sa bouche qui m'a fait penser à un reportage que j'avais vu il y a un moment où il y avait un aveugle qui se repérait avec des claquements de langue qu'il produisait. Donc ça rajoute encore plus de puissance, je trouve, à ce point d'orgue macabre. Voilà. Numéro 2, Jibaro. Alors là encore, c'est photoréaliste. Donc cette fois, c'est une histoire de conquistador qui voyage en armure à cheval dans une forêt. Il s'arrête au bord d'un lac qui est en forme de cœur. Et ce lac abrite une espèce de sirène qui est entièrement recouverte de bijoux et d'or. Et très vite, dès qu'elle se met à toucher l'eau, elle sort et elle se met à hurler en dansant sur l'eau dans une chorégraphie qui est vraiment... qu'on ressent vraiment à travers l'image, avec de nombreux effets de flou, d'agitation, de la musique très rythmée. Et en fait, elle les attire comme par espèce de pulsation, d'onde de choc. Et tous les hommes se ruent vers elle, emportés dans une frénésie incontrôlable. Et en fait, on dirait qu'elle souffre au milieu de ce vacarme et de ses cris. Que les hommes vont se noyer petit à petit dans le lac, se mettre des coups d'épée entre eux. On dirait des pantins désarticulés et l'animation est vraiment très intéressante avec ce côté un peu psychédélique. Au milieu de cette scène, il y a Jibaro, c'est le seul homme qui résiste à l'envoûtement parce qu'en fait, lui, il est sourd. Donc du coup, la femme est intriguée, elle se rend compte qu'elle va pouvoir avoir enfin des liens avec un homme. Et du coup, elle semble tomber amoureuse. Donc ensuite, il me semble qu'il s'endort et qu'elle se blottit contre lui la nuit. Et après, elle se rend compte qu'il peut pas la toucher sans avoir mal. Et puis, petit à petit, sa cupidité l'emporte et il se met à lui arracher toute sa carapace de bijoux. Il souffre à chaque fois qu'il la touche, mais il accumule de la richesse. Et une fois qu'il en a fini, en lui arrachant en quelque sorte toute sa peau, il la rejette dans la rivière, qui est devenue une espèce de mare de sang. Et un peu plus tard, en partant, il se met à boire dans cette eau ensanglantée, et là, il se met à entendre. Ce qui le met dans une panique immense qu'on ressent très bien aussi, encore une fois. Et enfin, la sirène se met à chanter pour lui et le condamne du coup à subir la même chorégraphie macabre jusqu'à sa mort. Donc c'est une histoire d'amour impossible entre une femme torturée qui tue presque malgré elle tous ceux qui l'approchent et un homme qui a vu tous ses camarades mourir par la faute de cette femme et dont la cupidité et le désir de vengeance le mènent à sa perte. Donc le montage et la bande son sont complètement frénétiques, c'est presque expérimental, mais c'est un épisode très réussi qui clôt la série en beauté. Et c'est Alberto Mielgo à la réalisation, une figure montante de l'animation, et c'est un gars qui est très chaud. Et en top 1, Mauvais Voyage. Donc c'est l'épisode de Fincher. Donc là, il y a un équipage d'un bateau qui se fait attaquer par un crustacé géant, le Thanatobe, une espèce d'énorme crabe avec des tentacules et qui part dans tous les sens et tout. Et en fait, il tue certains membres de l'équipage au début et se retranche dans la cale. Et donc tout l'épisode va jouer sur l'opposition entre la créature et l'équipage, avec le lien entre les deux qui est le capitaine. Le Thanatobe communique au capitaine les instructions via la tête d'une de ses victimes. C'est particulièrement graphique là. Et il pose un dilemme au capitaine. En fait, chaque jour, il doit manger un membre de l'équipage et on doit l'emmener sur une île peuplée où il sèmera, probablement, on pense, la terreur, parce qu'on voit qu'il est indestructible. En fait, il résiste à toutes les attaques, il résiste aux balles, il me semble. Mais le capitaine, lui, en fait, il veut l'emmener sur une île déserte. Et du coup, le capitaine fait voter l'équipage pour savoir s'ils veulent l'emmener sur l'île peuplée, qui est plus proche, ou bien sur l'île déserte.
Et en fait, on apprendra à la fin que chaque membre a voté pour la première option. Donc l'île peuplée pour s'en débarrasser plus vite. Et du coup, le capitaine, en connaissance de cause, lui, il a dû sacrifier intentionnellement les membres de l'équipage, un par un, en évitant toutes les tentatives d'assassinat à son encontre. Ici, le protagoniste se retrouve à livrer un combat pour ses convictions, quitte à tuer tous ceux qui vont à son encontre, comme pour les punir de n'avoir pas voulu se sacrifier pour sauver les habitants de l'île. Et l'ambiance est très horrifique, la créature donne naissance à une armée de petits qui vont grouiller dans la cale, qui se jettent sur les morceaux d'humains broyés par leur géniteur ou leur génitrice, je sais pas. Accentuant le sentiment d'oppression sur le navire, on sent presque à l'étroit avec eux, quoi. Et le final commence avec un plan en slow motion du capitaine, le dernier survivant, qui met le feu au navire avant de s'échapper sur une barque, en ayant dit à la créature qu'il ne l'avait pas amené à destination. Les tons chauds des flammes et du bateau qui prend feu viennent vraiment trancher avec l'ambiance froide de l'entièreté de l'épisode avant, et sont vraiment magnifiques, quoi. Le doute sur la destination, du coup, peut persister, parce que lors du dernier plan, on voit l'homme dans la barque, et on voit dans le fond derrière lui les lumières de l'île. Donc signe qu'il a peut-être dû se rabattre sur celle-ci, n'ayant plus de membres à sacrifier pour la créature. Ce qui reviendrait à dire un peu que les morts précédents auraient peut-être pu être évités, je sais pas trop. Donc si vous l'avez vu et si vous avez une théorie, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Heureux pour ceux qui étaient partis. Avec ses 3 saisons, 35 épisodes et 12 Emmy Awards, Love, Death and Robots s'inscrit comme une œuvre marquante de l'animation sur ces dernières années. Donc même si parfois j'ai trouvé que les ficelles étaient un peu visibles et les mécaniques du récit un peu récurrentes, ça reste quand même un très bon divertissement qui pose des problématiques intéressantes tout en ayant une esthétique variée et agréable et avec toujours un rythme assez soutenu et efficace qui fait qu'on s'ennuie pas, quoi. La saison 4 a été annoncée le 12 août et perso, moi je regardais. Et toi ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour LDR. C'était UVG. Gros terre, frontalier, j'coupe ma merde au frontanil. Razal, gold dans la ligue, j'reste dans ma ligue. Cubé comme l'époque, les frappes. J'aime les drogues, des frappes. Effet de surprise, inattendu quand je décoche des frappes.